En 3 ans, un pays que l'on disait brisé voit pourtant ses puits, ses marchés et ses écoles renaître sous le soleil du Sahel. Pourtant, le paradoxe est brutal. Plus d'un tiers du Burkina Faso échappait hier encore à l'État, alors que plus d'1 million de déplacés sont aujourd'hui rentrés chez eux. Face à ce renversement éclair, une question s'impose à chacun. Que révèle vraiment cette trajectoire? Et jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il déplacer le centre de gravité du pays? À l'horizon, une autre promesse se dessine lentement, la vie qui revient pour durer. Si le Burkina Faso retient aujourd'hui l'attention, ce n'est pas seulement pour ses victoires militaires, mais pour la cohérence silencieuse d'un pays qui réapprend à respirer. Car derrière chaque puits rouvert, l'enjeu reste le même, rendre possible une vie quotidienne, sans peur, durablement. Cette promesse n'est ni un slogan, ni une utopie. Elle constitue la mesure la plus concrète d'un État qui cherche moins à briller qu'à tenir ses engagements. Le risque, pourtant, demeure immense. Replonger dans une instabilité qui effacerait d'un coup les progrès récents, fragiliserait les retours de déplacés et briserait la dynamique agricole naissante. Mais une ligne de force se dessine, presque malgré elle. La population veut transformer la survie en souveraineté et refuse désormais de dépendre des agendas extérieurs. Car un pays ne se relève pas seulement grâce à ses routes ou ses récoltes. Il se relève quand ses habitants recommencent à croire que demain mérite d'être construit. Le basculement s'est produit plus tôt qu'on ne le croit. Dès 2022, plus d'un tiers du territoire échappait à l'État, et pourtant 3 ans plus tard, plus d'1 million de déplacés avaient déjà retrouvé leur village. Ce contraste brutal révèle comme on pourrait le comprendre ainsi. Derrière la reconquête militaire, s'est imposée une architecture sociale nouvelle, méthodique, patiente, presque invisible depuis l'extérieur. Car la trajectoire du pays n'a pas été dictée par les discours, mais par une mécanique en 2 couches que les autorités nomment défense active et présence durable. La première rouvre les routes et sécurise les zones rouges. La seconde garde les puits, répare les écoles, protège les marchés. Ce modèle hybride, ni strictement militaire, ni strictement civil, a donné au Burkina Faso un avantage inattendu. Transformer chaque victoire tactique en chantier collectif. Dans ce contexte renouvelé, Ibrahim Traoré apparaît non comme un chef de guerre isolé, mais comme l'articulateur d'un système où soldats, paysans, gendarmes et coopératives avancent à la même cadence. C'est ce maillage qui explique pourquoi les villages du Nord, autrefois marqués par les tirs nocturnes, accueillent aujourd'hui les rires d'enfance sous les manguiers. Les chiffres éclairent la scène, mais ne suffisent pas à décrire l'élan. 28 bataillons de réaction rapide ont rouvert les couloirs humanitaires, pendant que les populations autochtones remettaient les champs en culture. L'autorité, autrefois verticale, se diffuse désormais horizontalement à travers comités locaux, associations rurales et réseaux communautaires capables de stabiliser les zones reprises. Ce glissement de contrôle n'est pas qu'administratif, il est psychologique. Les Burkinabés parlent du retour de la vie, là où les observateurs étrangers discutent encore de militarisation. Entre ces 2 lectures se dessine la fracture fondamentale. D'un côté, un pays qui se reconstruit en s'appuyant sur sa propre logique. De l'autre, un monde habitué à mesurer la stabilité selon ses propres standards. Dans cette tension se joue toute la portée du renouveau burkinabé. La souveraineté n'est plus une frontière, mais une confiance partagée. Pour comprendre comment un pays à genoux a pu retrouver un mouvement collectif, il faut suivre les pas de celles et ceux qui ont transformé les orientations nationales en gestes concrets. Ces figures du quotidien, souvent anonymes, sont devenues les véritables guides du redressement. Elles donnent chair aux décisions, prolongent les politiques et incarnent la transition entre sécurité et reconstruction. À Ouaïgouya, Mariam, institutrice revenue après 3 ans d'exil, s'est installée sous un toit de tôle pour réenseigner à 40 enfants. Son retour n'a pas seulement rouvert une salle de classe. Il a rétabli un cercle de confiance dans un village où l'école était depuis longtemps silencieuse. Elle dit simplement que
Quand une classe renaît, tout le village respire. Cette phrase, dépouillée mais ferme, décrit mieux qu'un rapport l'effet de la stabilité revenue. Plus au sud, dans la région du Mouhon, un jeune mécanicien formé dans le cadre du programme national d'agro-restauration répare chaque semaine des pompes Oreo. Son atelier est minuscule, mais son impact immense. Chaque moteur remis en marche redonne l'accès à l'eau potable à 50 familles. Pour ce technicien, la réparation d'une pompe n'est pas un acte technique, c'est un acte de continuité sociale. Ces trajectoires individuelles expliquent pourquoi les premières zones stabilisées ont vu réapparaître marchés, cuisines communautaires et petits commerces de mille. Le redressement n'a pas découlé d'un miracle institutionnel, mais d'une multitude de gestes qui ont rétabli des routines essentielles. Tout commence par la peur. En 2022, le Burkina Faso vivait une désagrégation silencieuse. Routes coupées, villages abandonnés, administration repliée sur la capitale. Les habitants fuyaient, les marchés se vidaient et le tissu social semblait effacé. Le déclencheur est l'action d'Ibrahim Traoré. Imposer une logique d'urgence où la sécurité précède toute autre réforme. Le plan baptisé, double couche de défense, s'active immédiatement. Première étape, la couche militaire. 28 bataillons de réaction rapide sont formés et déployés pour reconquérir les zones occupées. Chaque mouvement est précis, rapide et coordonné. Les routes nationales 1 et 3, vitales pour le commerce, sont rouvertes en quelques semaines. Les unités mobiles de gendarmerie et de police stabilisent les zones reprises, veillent à la sécurité des habitants et empêchent tout retour de la peur. Deuxième étape, la couche civile. Les soldats ne se contentent pas de sécuriser. Ils reconstruisent des classes, creusent des puits, accompagnent les coopératives agricoles. Les marchés réapparaissent, les troupeaux se reforment, les écoliers retrouvent leurs bancs. Chaque victoire militaire se transforme en chantier de vie. Chaque reconquête devient un acte social. Le point culminant intervient lorsque les premiers indicateurs se dessinent. Plus d'1 million de déplacés rentrent chez eux, plus de 300 écoles sont réhabilitées, 700 puits remis en service. Les villages s'animent de nouveau, les voix des enfants et des habitants redonnent du rythme aux journées. Le pays, longtemps fracturé, retrouve une cohérence fragile mais tangible. Le retentissement se propage rapidement. La confiance revient. Les habitants participent activement aux décisions locales. Les soldats deviennent voisins et partenaires des communautés. La logique de conquête cède la place à celle de cohabitation et d'autonomie locale. Ibrahim Traoré supervise ce processus. Mais le véritable moteur est l'engagement collectif. Enfin, les effets secondaires ou dérivés se font sentir. Économie informelle relancée, marché actif, revenus agricoles retrouvés. La sécurité n'est plus la fin, mais le moyen de revitaliser la société. La discipline militaire, combinée à une approche sociale, crée un cercle vertueux où chaque geste civil renforce la stabilité et chaque succès militaire sécurise le quotidien. Les chiffres confirment l'ampleur du redressement, mais révèlent surtout la logique sous-jacente. Dès les premiers mois de 2022, plus d'1 tiers du territoire échappait au contrôle étatique. Cette donnée illustre l'ampleur du vide sécuritaire initial et l'ampleur de la tâche à accomplir. Ibrahim Traoré et son équipe ont dû élaborer une stratégie capable de reconquérir ces zones tout en maintenant la stabilité dans le reste du pays. 3 ans plus tard, selon les rapports officiels, plus d'1 million de déplacés sont rentrés chez eux. Cette statistique montre que les mesures de sécurité et de reconstruction ont eu un impact tangible sur le retour à la vie normale. La réintégration massive des populations a également relancé les activités économiques et sociales, permettant aux villages de retrouver une dynamique propre. Parallèlement, 28 bataillons de réaction rapide ont été déployés pour ouvrir routes et couloirs humanitaires.
Chaque bataillon n'était pas seulement un outil militaire, mais un catalyseur de reconstruction. En sécurisant les zones, il permettait aux écoles de rouvrir, aux marchés de reprendre et aux infrastructures hydrauliques d'être réparées. L'effet combiné de ces bataillons a généré un maillage solide de protection, transformant les succès tactiques en résultats sociaux concrets. Un autre indicateur crucial concerne l'éducation et l'eau potable. Plus de 300 écoles et 700 puits ont été remis en service. Ces chiffres traduisent l'impact direct sur la vie quotidienne. Chaque école restaurée offre un lieu d'apprentissage et de socialisation pour les enfants, et chaque puits assure l'accès à l'eau potable pour les familles locales. Ensemble, ils incarnent la vision de Traoré, que la sécurité serve de tremplin à l'autonomie et à la dignité des habitants. Ces données ne sont pas que des points statistiques. Elles reflètent une dynamique où le retour de la population, la sécurisation des territoires et la remise en service des infrastructures s'alimentent mutuellement. Les actions d'Ibrahim Traoré ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans un réseau d'interventions coordonnées qui combine défense, reconstruction et participation citoyenne. Cette approche traduit une philosophie simple mais puissante. Restaurer la sécurité, c'est permettre à la société de se reconstruire de l'intérieur, avec ses habitants comme acteurs principaux. Ainsi, la trajectoire burkinabé ne se mesure pas uniquement en kilomètres de routes rouvertes ou en hectares cultivés. Elle se mesure aussi à la capacité du pays à transformer des chiffres bruts en changements sociaux tangibles, démontrant que la planification et l'action concrète peuvent redonner vie à un État affaibli. Le débat sur l'efficacité des mesures d'Ibrahim Traoré oppose deux visions. D'un côté, les sceptiques soulignent le risque d'une militarisation excessive de la société. Selon eux, la présence continue des bataillons de réaction rapide pourrait transformer le quotidien en exercice de contrôle, où l'État supplante la population plutôt que de la servir. Ce point de vue rappelle les expériences passées où l'intervention militaire a écrasé les initiatives locales. De l'autre côté, les partisans mettent en avant le succès concret: routes rouvertes, marchés actifs, écoles restaurées et puis sécurisées. Chaque victoire militaire s'est traduite par un gain tangible pour la vie quotidienne des habitants. Les villages, auparavant désertés, ont retrouvé leurs activités économiques et sociales, et plus d'1 million de déplacés ont pu revenir. Cette dynamique, orchestrée par Ibrahim Traoré, démontre que le contrôle militaire peut s'articuler harmonieusement avec la reconstruction civile. La réponse à cette tension se trouve dans la stratégie dite de double couche. Chaque intervention militaire est immédiatement suivie d'un soutien civique. Les soldats ne se contentent pas de sécuriser. Ils deviennent des partenaires locaux, accompagnant les coopératives agricoles, les écoles et les structures sanitaires. Ainsi, le risque d'autoritarisme s'est limité, car la souveraineté quotidienne est partagée avec les communautés elles-mêmes. En présentation bienveillante, cette approche démontre que la critique sur la militarisation excessive peut être tempérée par l'évidence des résultats sociaux. Les chiffres et témoignages locaux confirment: là où l'État et la communauté coopèrent, la sécurité devient un levier de renaissance plutôt qu'une contrainte. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme un dirigeant centralisateur, mais comme un coordinateur d'équilibre entre ordre et autonomie citoyenne. Au final, le présentation bienveillante n'est pas un compromis passif. Il souligne la possibilité d'un modèle où défense, reconstruction et participation citoyenne coexistent sans contradiction. La preuve est tangible dans les villages du Nord et du Mouhreun. La stabilité retrouvée alimente la vie sociale et la population se réapproprie son quotidien tout en bénéficiant de la protection étatique. Au cœur du Sahel, le Burkina Faso atteint un tournant. Les actions d'Ibrahim Traoré et de ses équipes ont dépassé la simple restauration de la sécurité. Ce qui était un pays fragmenté s'organise désormais autour de circuits locaux d'autonomie. Les marchés, les écoles et les puits ne sont plus des symboles isolés, mais des nœuds d'un réseau cohérent,
où chaque intervention nourrit la suivante. Le changement se voit aussi dans la perception des habitants. Les villages du Nord accueillent désormais les initiatives locales, coopératives agricoles, comités de sécurité et ateliers communautaires, travaillent main dans la main avec l'État. Ce glissement, imperceptible pour l'extérieur, transforme la souveraineté en expérience quotidienne. La césure est nette. Avant, la population subissait les événements. Aujourd'hui, elle devient acteur. Les gestes simples, enseigner, réparer une pompe, vendre sur le marché, prennent une valeur stratégique. Ibrahim Traoré reste le coordinateur. Mais la force vive provient de ceux qui agissent localement, redéfinissant les rapports de pouvoir et la portée de l'État. À ce stade, on comprend que l'essentiel, la vraie reconstruction ne se décrète pas, elle se vit. Les retombées concrètes du redressement burkinabé touchent 4 groupes principaux: les nations voisines, les entreprises, les habitants locaux et les collectivités rurales. 1. Nations voisines, NN. La stabilisation du Burkina Faso influence la dynamique régionale. Le pays redevient un partenaire fiable pour le commerce transfrontalier, notamment avec le Mali et le Niger. Les routes rouvertes facilitent donc le transport de marchandises et l'autonomie alimentaire réduit la dépendance aux importations extérieures. Cette stabilité relative atténue les pressions migratoires et renforce la coopération régionale. 2. Entreprises, DN. Les marchés réactivés et les infrastructures restaurées offrent de nouvelles opportunités économiques. Les coopératives agricoles bénéficient d'un flux régulier de matières premières, tandis que les ateliers et petites entreprises locales reprennent leurs activités. Les investissements, bien que limités, trouvent un terrain propice grâce à la sécurité retrouvée. La réintégration de plus d'1 million de déplacés alimente un marché du travail plus dynamique et stabilise l'économie locale. 3. Population déplacée, ND. Les habitants retrouvent leur foyer et leur dignité. Plus de 300 écoles et 700 puits remis en service offrent accès à l'éducation et à l'eau potable. Les enfants peuvent aller à l'école sans escorte, les femmes puisent l'eau sans crainte et les marchés reprennent leur rôle social et économique. Chaque retour est un témoignage tangible de la confiance restaurée et de l'efficacité des mesures mises en place par Ibrahim Traoré. 4. Collectivité rurale, KIV. La réorganisation des villages crée un réseau de sécurité et de production durable. Les comités locaux et coopératives participent directement aux décisions, consolidant l'autonomie régionale. L'agriculture bénéficie d'une meilleure irrigation et de formations pratiques, tandis que les infrastructures sanitaires et éducatives permettent un développement inclusif. Le programme agropastoral 2023-2025, financé à hauteur de 592 milliards FCFA, illustre ce lien concret entre planification et résultats sur le terrain. Chaque groupe témoigne de l'effet domino des mesures combinées. La sécurité permet la vie alimente l'économie, et l'économie renforce la stabilité. Ibrahim Traoré orchestre ce mouvement, mais ce sont les communautés elles-mêmes qui en incarnent la réussite. Ces impacts tangibles démontrent que le redressement ne se limite pas à des chiffres abstraits. Il transforme la vie quotidienne et redéfinit la souveraineté à l'échelle locale et régionale. À mesure que la reconstruction progresse, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour le Burkina Faso au cours des 6 à 12 prochains mois, chacune reposant sur la consolidation des acquis. 1. Scénario de base. La sécurité continue de s'étendre progressivement. Les programmes sociaux comme le RSU et le PAMP maintiennent leur rythme, et la production agricole croît de 8 à 10%. Les marchés régionaux s'élargissent, surtout vers le Mali et le Niger, et le système de santé universel RAMU couvre davantage la population. La trajectoire est stable, sans flambée spectaculaire, mais permet un redressement durable et mesurable. La recommandation: maintenir le cap, renforcer les initiatives locales et surveiller les points critiques pour éviter tout
tout retour en arrière. 2. Scénario optimiste. Les investissements étrangers reviennent, séduits par la résilience locale et l'autonomie des communautés. Les partenariats africains, notamment avec le Sénégal et le Togo, mutualisent la production d'engrais et de viande transformée. L'économie caprine devient un moteur d'exportation, soutenu par des abattoirs modernes et des coopératives féminines. La croissance annuelle pourrait atteindre 6%, un record depuis plusieurs décennies. La pensée stratégique consiste ici à capitaliser sur la dynamique locale, attirer des partenariats régionaux et consolider les infrastructures critiques. 3. Scénario pessimiste. Les aléas climatiques ou une crise régionale pourraient fragiliser les récoltes et le commerce. Toutefois, grâce aux dispositifs sociaux et à l'autonomie économique renforcée, l'impact serait limité. Le RSU et le PUMP amortiraient les chocs, et la population reste capable de s'organiser localement. Le conseil: ne pas sous-estimer la vulnérabilité climatique et prévoir des plans de contingence, tout en renforçant la participation citoyenne pour amortir les effets négatifs. Des effets négatifs. Dans chaque scénario, une constante se confirme: la centralité de la dignité et de l'autonomie locale comme boussole pour toutes les décisions. Ibrahim Traoré résume ce principe. Gouverner, ce n'est pas promettre des miracles, c'est garantir la continuité du possible. Oh, ce que c'est si goût. Cette maxime rappelle que, quelles que soient les trajectoires, le futur du Burkina Faso repose sur la capacité à construire sur des bases humaines et mesurables plutôt que sur des promesses abstraites. Le redressement du Burkina Faso ne se limite pas aux chiffres. Il se ressent dans la vie quotidienne des citoyens et touche directement différentes catégories d'acteurs. Groupe A, citoyens ruraux. Les agriculteurs voient leurs récoltes s'améliorer grâce aux programmes d'irrigation et à la formation sur les semences locales. La reprise des marchés et des coopératives leur permet de vendre leurs produits à un prix tarif équitable. Ils retrouvent un revenu stable, une autonomie et une fierté qui redonnent du sens à leur travail quotidien. Suggestion: encourager le partage de bonnes pratiques entre villages pour accélérer la diffusion de ces gains. Groupe B, femmes et familles déplacées. La réouverture des écoles et des infrastructures sociales leur donne accès à l'éducation et aux soins. Les programmes de microcrédit et les cuisines scolaires offrent des opportunités économiques et renforcent l'inclusion. Une mère témoigne: quand j'ai reçu 3 chèvres, j'ai su que je pouvais nourrir mes enfants seul. Cette phrase symbolise la manière dont la dignité est restaurée. Geste simple, les femmes peuvent s'organiser en coopérative pour maximiser l'impact local. Groupe C, jeunes et acteurs urbains. Dans les villes, des ateliers de panneaux solaires, de traitement des semences et d'irrigation intelligente émergent. Le slogan générationnel « Nous ne voulons pas partir, nous voulons construire ici » traduit une volonté de rester et de contribuer au développement local. Les jeunes deviennent les catalyseurs de la modernité rurale et urbaine. Dans chaque groupe, l'effet combiné est tangible. La confiance se rétablit, les routines économiques et sociales reprennent, et la population retrouve le contrôle sur son quotidien. Ibrahim Traoré agit comme coordinateur, mais ce sont les citoyens eux-mêmes qui incarnent la réussite de la reconstruction. Pour transformer la renaissance du Burkina Faso en projet durable, un plan concret en plusieurs étapes s'impose, intégrant responsabilité et indicateurs précis. Étape 1. Sécurité locale, qui, brigades mixtes composées de soldats, gendarmes et volontaires civils. Action: stabiliser les zones reconquises et maintenir une présence PESN. Camp continue avec des rotations hebdomadaires. Mesure: nombre de villages sécurisés et incidents signalés. Étape 2. Reprise des infrastructures, qui, coopératives locales et unités d'appui civique. Action: réhabiliter écoles, puits et marchés. Camp mensuel, priorité aux zones critiques. Mesure: écoles et puits opérationnels
fréquentation scolaire. Étape 3. Soutien économique et social, qui programme RSU, PAMP et microcrédit. Action. Fournir aide directe, formation et outils aux familles et entrepreneurs locaux. Camp trimestriel, suivi par les comités locaux. Mesures. Revenus stables, activités économiques relancées. Étape 4. Développement agricole et alimentaire. Qui jeunes agriculteurs formés, coopératives et PAM. Action. Replanter, restaurer irrigation. Relancer chaîne d'approvisionnement. Camp semestriel ajusté selon saison. Mesures. Rendement par hectare. Quantité de denrées locales achetées par programmes scolaires. Étape 5. Gouvernance et autonomie locale. Qui comités locaux, autorités décentralisées. Action. Supervisor budget, projet et suivi de la reconstruction. Camp permanent, avec réunion mensuelle. Mesures. Nombre de décisions locales mises en œuvre. Transparence et participation communautaire. En suivant ce schéma, chaque action est directement reliée à des indicateurs mesurables, assurant que la reconstruction reste tangible et participative. Ibrahim Traoré supervise la coordination générale, mais l'efficacité repose sur l'engagement de chaque acteur à l'échelle locale. La combinaison sécurité, infrastructure, économie, agriculture et gouvernance permet de transformer le contrôle du territoire en autonomie durable pour la population. Le souffle de renaissance souffle à travers les villages que nous avons visités plus tôt, là où Mariam enseigne à 40 enfants sous un toit de tôle. Son engagement, exemplaire, rappelle à chaque citoyen que la reconstruction ne repose pas seulement sur les institutions, mais sur la volonté humaine. Les enfants, qui autrefois fuyaient dans la peur, rient maintenant à nouveau sous les manguiers, rappelant que la sécurité et l'éducation sont indissociables. Les ateliers de Pompezo et les coopératives agricoles, évoquées précédemment, continuent de fonctionner avec précision. Chaque moteur réparé, chaque puits sécurisé, chaque récolte semée devient un symbole de dignité retrouvée et de confiance dans l'avenir. Ibrahim Traoré, bien que coordonnateur national, agit en catalyseur. Son rôle est de guider, pas de remplacer la force locale. Dans les marchés réouverts, les familles échangent, vendent et apprennent à compter sur elles-mêmes. Le retour de la vie quotidienne conforte l'idée que le véritable pouvoir réside dans l'action collective et dans la continuité des gestes simples mais essentiels. C'est ici que tout a recommencé. Cette phrase, concise mais lourde de sens, résume le pari du Burkina Faso. Reconstruire la nation non seulement par des politiques, mais par l'énergie et la persévérance de chacun. Le Burkina Faso nous montre que la renaissance est possible quand chaque citoyen participe. Enseignants, agriculteurs, jeunes et femmes transforment la peur en action et la dépendance en autonomie. Cette énergie collective, orchestrée par Ibrahim Traoré, rappelle que le véritable changement ne se décrète pas, il se construit dans le quotidien. Et si chacun de nous pouvait tirer une leçon de ce modèle, partager l'histoire des villages du Nord et du Mouroun, discuter de la manière dont la communauté peut reprendre en main son destin, inspirer vos proches avec ces exemples de courage et de persévérance. L'action locale, qu'elle soit petite ou grande, a un impact tangible et mesurable. La question reste ouverte. Comment, dans votre communauté, pouvez-vous transformer des défis en opportunités, comme l'a fait le Burkina Faso? Chaque geste compte, chaque initiative, aussi modeste soit-elle, contribue à une dynamique de changement.